Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Sugar Sammy, le Québécois. Oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas sorti un épisode de Donc Voilà Quoi, mais c'est vrai que j'avais plein de choses à droite, à gauche, mais par contre, j'ai trop de gens qui me demandent, mais quand est-ce que tu vas sortir un autre? Et ce qui est bizarre, c'est que récemment, j'ai vu qu'il y a, malgré le fait que je sors pas beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de téléchargements de tous les épisodes précédents. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite demande. Mais donc, quand je rencontre des fois des gens, je suis surpris. Ils disent « Hey, tiens, j'aime ton podcast, mais tu sors plus. » Et c'est vrai, effectivement. Et donc, peut-être, je vais pas faire de promesses parce que je me rends compte que je peux pas faire de promesses dans ma vie actuelle. Parce que, par exemple, là, ce week-end, mon fils avait une fièvre de 40 et je pensais faire plein de choses. Et finalement, quand ton fils a 40 de fièvre, tu fais rien. Absolument rien. Et par exemple, lundi, j'ai dit, ah ouais, je vais faire ça et ça. Et il est pas allé à la crèche lundi. Donc, j'ai fait absolument rien. En gros, ma vie est aussi imprévisible qu'une fièvre d'un garçon. Et je me suis dit que ça sera bien, finalement, d'investir dans le matos. Parce que c'est la dernière fois que je vais faire un podcast avec ce micro qui est pas mal, qui m'a beaucoup servi pendant quelques années maintenant. Mais je pense que ça sera bien d'avoir de vrais matos. Surtout parce que maintenant, il y a plein de collègues maintenant qui commencent à sortir de podcasts. Et c'est cool parce que finalement, j'ai l'impression que ça commence à arriver en France. Parce qu'aux États-Unis, tu peux pas être stand-upper si t'as pas un podcast. En fait, il faut montrer ton permis de podcast avant de monter sur scène maintenant aux États-Unis. Donc c'est très bien qu'en France, maintenant, ça commence à arriver finalement. Mais le son est trop bon chez les autres podcasts. Donc du coup, moi, je me sens gêné. Donc ok, c'est la dernière fois que je vais avoir un podcast avec cette qualité de son. Donc je suis désolé d'avance. Mais la conversation avec Sugar Sammy était super. On a parlé pas mal de choses qu'on a en commun, parce que finalement, en tant qu'étranger, on a pas mal de choses en commun. Et aussi, bien sûr, on a parlé de vol de vanne, parce qu'au Québec, la France a une très très mauvaise réputation. Les humoristes en France ont une très très mauvaise réputation. Et on a parlé pas mal du craft. Craft, ça veut dire que comment on travaille, comment on façonne nos vannes, nos spectacles, etc. Bonne écoute. Alors, je fais tout le temps le switch entre anglais et français. Et puis, je savais pas que tu as fait un spectacle complètement bilingue. Complètement bilingue, c'était une des choses qui était probablement le highlight de ma carrière, ce spectacle bilingue au Québec, parce que la plupart des gens que je connais à Montréal parlent les deux langues. Ouais. Alors c'était très important pour moi que ça soit naturel. Les gens viennent, ils s'en rendent même pas compte parce que comme toi, comme moi, ils sont complètement bilingues. Et puis ça a été vraiment un hit parce que ça a été non seulement un spectacle bilingue, mais un spectacle biculturel. Ouais. Biculturel. Pour moi, c'était quelque chose que j'ai fait j'ai commencé en 2011, on l'a lancé, le show bilingue. 2011, et puis maintenant, enfin, le special est sorti au Canada. Je suis très... Est-ce que c'est vrai que carrément, pratiquement tous les Montréalais sont bilingues complètement? Ou si tu voulais viser cette population? Je pense que la plupart des gens le sont. Et même, et on va remarquer ça à Paris aussi, la plupart des gens, même s'ils pensent pas qu'ils sont bilingues, ils sont capables de comprendre assez pour aller à un spectacle et dire « Ah, j'ai tout compris, je savais pas que j'étais aussi bilingue que ça. » Ouais. Alors pour toi, c'était pas un effort parce que c'est naturel. Parce que par exemple, quand on parle, justement, on se disait que c'est bizarre de parler français. Parce qu'on on se parle jamais en français. Pour les gens qui écoutent, c'est Achille et moi, on se parle en anglais, c'est notre langue défaut et c'est que pour vous. C'est un grand effort pour vous. Oui, donc pour toi, quand tu montes sur scène, c'est même pas, tu réfléchis même pas dans quelle langue tu parles. En fait, il y a juste une petite phrase qui te semble plus naturelle en anglais, donc tu disais ça en anglais, puis tu as switché pour aller en français. Donc c'était pas un effort pour toi, c'était juste naturel. Naturel. Et puis j'écrivais le show d'une manière très naturelle et même que je m'assoyais pas pour l'écrire, quand je faisais le rodage, je voyais quelle phrase ou quelle expression sortait mieux en anglais, c'était quoi la composition de chaque blague. Où l'anglais était meilleur, où le français était meilleur. Et c'était tellement naturel que même le public qui est bilingue, ou presque bilingue, se disait, on n'a même pas remarqué que tu changeais de langue. Parce que c'était pour nous naturel aussi. Et c'est cool parce qu'il y a
des fois, même quand je joue en français, il y a quelques fois, j'ai envie de dire so fucked up. Tu vois, quelque chose qui est juste un truc qui tu peux pas trouver vraiment la traduction en français, ou même vice versa. Que des fois, quand je joue en anglais, des fois, j'ai envie de dire le mot con, mais t'as pas jerk n'a pas le même truc, asshole n'a pas le truc. C'est un mot spécifique des fois. Qui... Exact, comme aussi quand tu dis c'est fucked up. Tu essaies de trouver en France, surtout le français, c'était comme c'est charmé. Non. Ça marche pas, c'est pas aussi insultant, ça marque pas autant. On se connaît maintenant depuis quelques années parce que tu es venu la première fois au New York Comedy Night. Quand je suis venu en France, ma première visite, j'ai fait le New York Comedy Night. C'est vrai parce que pour moi c'était quand même important que je vienne en France. Et puis, tu sais, la culture française, le français de France est tellement différent. Je me suis dit, peut-être la meilleure façon de briser la glace, c'est de venir faire un plateau anglais. Ouais. Tu sais, de venir faire un plateau anglais, ça va me donner un peu juste l'habitude de jouer devant un public ou habite en France ou est habitué au français un peu. Et puis après ça, tranquillement faire le reste. Ouais. Je sais pas où commencer, c'est ça le problème. J'ai trop de questions à te poser. Écoute, on peut juste commencer en parlant de... qu'est-ce qu'on peut parler? Mais écoute, moi ça m'intéresse ta démarche aussi, parce qu'on a quand même une démarche, je trouve, similaire. On est deux gars qui viennent de l'extérieur et qui ont une observation sur les Français. Ouais. Et je trouve ça que c'est intéressant, parce que je pense qu'on est peut-être si je me trompe, on est peut-être les deux seuls à le faire. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Hein. Non, on est les deux seuls à le faire, je pense, en ce moment, en France, cette critique et cette observation de l'extérieur. Ouais. Mais on le fait d'une manière très, très différente. Ouais. Ce qui est intéressant aussi. Pour moi, c'est comme, tu sais, je te vois, je dis, c'est très intéressant ce qu'il fait. C'est très intéressant. Moi, je pourrais pas faire la façon qu'il le fait, mais je suis fan de comment il le fait. Et toi, ta démarche, ça fait plus longtemps que moi que tu es ici, ça fait des années. 13 ans maintenant. 13 ans? 13 ans, ouais. Et tu es marié avec une Française? Ouais, paxé. Ouais, mais oui. Ouais. On a 2 enfants, donc oui. Ouais. Toi, t'es allé loin pour la recherche. Toi, t'as dit, je vais faire 2 enfants avec une femme française, ça va vraiment me donner du matériel. Mais toi, ça fait 13 ans, alors tu sais, je trouve que c'est très intéressant ton point de vue aussi de voir comment tu as vécu les débuts et comment tu es arrivé maintenant. Tu es presque, on dirait maintenant, tu fais partie du paysage. La France, c'est ma maison. En fait, mon spectacle parle beaucoup de ce fait de devenir français, finalement. C'est-à-dire d'arriver comme un nouveau-né, où je parlais pas la langue, zéro, tu vois. Zéro. Et donc d'apprendre tout, parce que vraiment, je connaissais pas beaucoup sur la culture française, la langue française, donc du coup, j'ai dû tout apprendre et le vivre, tu vois, et vraiment grassroots, tu vois, de commencer au début, tout début, et arriver à... Alors toi, ton spectacle, c'est à propos de devenir français. Ouais. Moi, mon spectacle, c'est à propos d'éviter de devenir français. Ouais. Mais on dirait que tu as une histoire d'amour avec la France, comme on le sent sur la scène. Que tu adores être ici, vivre ici, devenir français, de vraiment connaître le public ici, connaître la mentalité. Ouais, la mentalité, la culture. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France? Pourquoi, au début? C'était quoi le... j'ai suivi une Française. Ah, t'as suivi une Française? Ouais. C'est la même? Très convaincante. C'est la même? Non, c'est pas la même. OK. Ça t'a fait un switch. Oui, mais c'est moi, j'ai fait un truc très français, quoi. J'ai changé de femme, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment devenu français. Ouais. Et pour devenir vraiment, vraiment français, il faut avoir une maîtresse aussi. Ouais, justement, c'est obligé. C'est obligé. Dans un autre arrondissement. Ouais, si ta femme apprend que t'as pas une maîtresse, elle te respecte pas. Ouais, elle te respecte pas. Ça veut dire que ton mec n'est pas bon, en fait. C'est ça, il fait pas son travail. C'est pas un vrai homme si t'as pas de maîtresse. Et puis, alors toi, t'as suivi une Française que t'as rencontrée à New York? Ouais. OK. Quand on s'est rencontrés, on a fait le long distance pendant quelques mois. Et donc, je l'ai suivi. Je savais pas combien de temps. Moi, je pensais, on va donner une chance, 1 an. Tu vois, des choses comme ça. Je pensais qu'on allait retourner aux États-Unis, mais non. Et combien de temps ça a duré cette relation? 4-5 ans. OK, quand même. Quand même, ouais. OK, 4-5 ans. Ouais. Wow. Okay. Après, en fait, c'était même pas à Paris, c'était à Toulouse. À Toulouse? Oui. Écoute, j'ai aimé Toulouse. J'ai aimé le public de Toulouse beaucoup. C'est joli, hein? Ouais, c'est joli. Ouais. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai adoré comme ville? Bordeaux.
Ouais. Man! Ouais. Bordeaux! Bon, c'est l'architecturalement parlant, c'est un peu comme Paris. Ouais! Tu vois, c'est Paris sans les connards. Ouais. puis il y a de l'espace. J'aime, il y a de l'espace pour respirer. Tu peux marcher. Ici, tout le monde se bouscule. On dirait on est tout le temps. Ouais. Ou quelqu'un est toujours dans ton chemin, ou toi, tu es dans le chemin de quelqu'un. Moi, je pense que je suis toujours à medium speed. Ouais. Et puis, il y a des gens qui sont à très, très slow speed, qui sont dans ton chemin tout le temps ici. Ouais. Puis, il y a des gens qui sont très, très fast speed, qui te bousculent. Et moi, je suis juste au milieu. Et c'est chiant d'être dans le milieu. Ouais. Le mid-speed ici. Il y a des gens qui disent que je suis slow speed. Mais même là, je trouve que à Paris, il y a des gens qui sont plus lents que moi. Ouais. Qu'on dirait qu'ils n'ont pas de destination fixe. Ouais, ou d'ambition d'aller quelque part. Ambition tout court, je pense. C'est intéressant. Ils sont en train de vivre la vie française. Ouais, tu vois. C'est drôle de faire un numéro à un moment donné. Ça vient de me paper. Juste un numéro quelque part, si on avait l'occasion dans un gala. Un Américain, un Canadien, tu sais, qui parle de la France. Ça serait drôle, tu sais. Ouais. Ça serait drôle, juste. Un bon numéro de 2 minutes. Bon, déjà, entre un Canadien et un Américain, il y a de vannes à faire déjà entre nous. Exactement. Exactement. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et donc, t'as grandi au Canada ou t'as grandi à Montréal? Né et élevé. D'accord. Né à Montréal, et tu vas adorer ça, au Jewish General Hospital. Ah ouais, d'accord, carrément, d'accord. Ouais, j'étais le seul bébé dans l'histoire qui n'a pas été circoncis. Ah oui, d'accord. Dans le Jewish. Comment t'as pu éviter ça? C'est impressionnant. Vite, on est venu avant que les rabbins se présentent. Merci pour le médecin, maintenant on va... On voit que le rabbin s'en vient, prends le bébé, on y va. Non, alors, Jewish General Hospital à Montréal, je suis né là, puis j'étais élevé dans le quartier... le plus multiculturel au Québec. Vraiment, vraiment très multiculturel. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup le quartier où on est en ce moment. C'est quel quartier? Ça s'appelle Côte-des-Neiges. D'accord. Ouais. Je connais pas. Love it. J'adore. Et pour moi, je pense que c'était important parce que ça m'a donné une vitrine sur le reste de la planète. Ouais. J'ai pu apprendre beaucoup sur le reste de la planète parce que j'étais dans mon quartier. Ouais. Et j'ai pu avoir cet aperçu de comment les choses se passaient au Liban, en Haïti, au Vietnam. J'avais tout ça autour de moi, les Grecs. Alors j'avais des insides à chaque fois que j'avais un spectacle. C'est ça, à chaque fois que je vais au Canada, quasiment n'importe quelle ville, je suis étonné à quel point c'est multiculturel. Ça, c'est Montréal, mais même Toronto, c'est très multiculturel. Mais aussi, je suis allé à Vancouver, même... dans Calgary, mais il y a énormément d'Asiatiques. C'est fou à quel point le Canada, on n'a pas cette impression. On imagine le lumberjack, tu vois, mais le fait qu'il y a autant d'immigrés, c'est... Ouais, on dirait que depuis les années 70, 80, on s'est été beaucoup ancré dans la philosophie canadienne d'être très multiculturel, ouvert aux cultures, avoir ce mosaïque qui existe où on n'essaie pas de changer les gens, on essaie d'apprendre d'eux et on essaie de les intégrer dans la société sans nécessairement les changer et leur dire qu'il faut changer de culture pour devenir canadien. Et je pense qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. C'est ça, je sens une grande différence avec la France. Je suis toujours surpris à quel point, tu vois, ils voient les immigrés comme des gens qui doivent s'adapter à la culture française, tu vois, devenir français en gros. Et je me demande toujours, écoute, c'est une discussion qu'il y a beaucoup au Québec. C'est une des provinces où il y a ça beaucoup, c'est une culture. Et les gens disent, OK, mais si tu veux devenir français, si tu veux devenir québécois, il faut que tu t'adaptes et que tu deviennes français ou québécois. Et ce qui me choque des fois, c'est que voici ce qui est la culture française et suivez ça. Qui a décidé que c'était ça la culture française? La culture évolue, hein, c'est bien toujours sûr. En évolution partout dans le monde. Et tant mieux. Tant mieux. Si la France d'aujourd'hui était la France de 1800, on serait dans le trouble. Tout le monde. Surtout les femmes, les femmes, les Noirs, tout. Exactement. Alors, cette évolution se fait pas par quelqu'un dans le gouvernement ou un comité qui décide voici la culture, voici une charte, et il faut suivre cette charte pour devenir français. Non, ça se passe démocratiquement, tout seul, organiquement, chez le peuple. Et je trouve que c'est là qu'on voit une culture vraiment se développer d'une manière démocratique, parce que tu peux pas
forcer les gens à suivre quelque chose pour devenir. Ouais. Ouais, jamais. Tu vas juste créer des ennemis. Ouais, exactement. Et tu vas créer des gens qui vont juste être frustrés en disant moi, non, ça me dit pas de. Ouais, créer leur communauté où ils sont cachés, justement, de le reste de la société. Oh merde, il faut que je devienne français, il faut que je trompe ma femme. Hein. J'ai pas envie. Ah, merde. Et donc, tu es première génération canadienne. Ouais. C'est ça aussi notre similitude, c'est que moi je suis première génération américaine, mes parents sont argentins. Ah, wow! Ouais. Tes parents sont argentins, mais t'es juif. Je suis juif. En fait, mes grands-parents sont européens, allemands et autrichiens. Ils ont quitté l'Europe à cause des nazis. Ils sont allés en Argentine. Mes parents sont nés, grandis en Argentine, ils sont mariés, mon frère est né là-bas, et après ils sont venus aux États-Unis, moi je suis né. Wow, les niveaux, les dimensions. Oh là, j'ai une blague, je dis que mes grands-parents fuient l'Europe à cause des nazis, mes parents ont quitté l'Argentine à cause des dictatures, et moi je suis venu en Europe pour fuir mes parents. The Jewish Dream. Tes parents sont à New York, non? Ils sont à New York. À New York. Et c'est New York Manhattan ou non, à Westchester. Westchester, mais c'est pas loin. Qui est le banlieue. La banlieue. La banlieue. Les banlieues, je sais pas. Mais Manhattan, c'est dur de vivre en Manhattan. Ah oui, c'est un peu comme Paris, dans le sens qu'il faut se battre pour avoir un mètre carré. Quoi. Ouais. Mais Manhattan, comme touriste, c'est bien. Oui, c'est super. 4-5 jours, tu sais. Assez pour pas... Détester les gens. Détester les gens, détester l'être humain. Et puis après ça, revenir. Ouais, moi je trouve que c'est... Et donc ça t'a donné quand même une dimension, le fait d'être première génération aussi. Donner une vision, comme tu expliquais, le quartier où tu as grandi, t'a donné une espèce de vision du monde plus large. Aussi, le fait d'être première génération, ça t'a donné ça ou pas? Ouais, ça m'a donné ça, mais en même temps, ce qui est intéressant quand j'ai fait mon spectacle au Québec, parce que mon spectacle au Québec, ça parle de cette inclusion, un peu, il y a tout ça, cette philosophie qui est là c'est multiculturalisme, multilinguisme, ouverture sur le monde, ouverture sur d'autres cultures. Et c'est pas toujours le bienvenu. Et oui, il y a je pense qu'il y a cette dimension qui existe en France aussi. Ouais. Alors, je vois des parallèles beaucoup avec cette dimension française. Et puis, pour moi, c'était quelque chose qui était important de souligner, mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est que même si je suis né au Canada, à Montréal, au Québec, il y a beaucoup de Québécois qui ne me considèrent pas comme étant Québécois. Bien sûr. Ouais. Et retourne dans ton pays. Moi, je tourne en rond, je suis en train de conduire, je suis comme, où est-ce que je vais? J'habite ici. C'est là où j'ai grandi. Ouais, j'ai grandi, alors je suis tout le temps en train de trouver mon pays. C'est l'hôpital juif, là. Exactement. Donc, pour moi, c'était comme, t'es pas Québécois si t'as pas le point de vue d'un indépendantiste québécois. Ouais. Et voici ce que tu dois suivre pour devenir Québécois. Alors, c'est intéressant et je le vois en France et ça m'intéresse ici beaucoup de parler de ça sur la scène aussi, parce que je vois quelques parallèles aussi. Et puis, je pense aux États-Unis, il y a moins de ça. C'est intéressant, mais il y a quand même cette dimension où les gens sont divisés par classe et par race. Ouais. Aux États-Unis. Ouais. Ça existe, c'est là. Ouais. Mais il n'y a pas voici ce qu'il faut. Si t'es noir, t'es pas américain. Ça, c'est plus dans la discussion populaire. Ouais, il y a quand même de rednecks. Tu vois, il y a toujours de skinheads qui pensent que les États-Unis. Non, mais justement, mais c'est pas 35% du vote populaire. Ouais, on est d'accord. Et les noirs aux États-Unis, par exemple, sont américains, c'est-à-dire on a même afro-américains, on dirait jamais un noir rentre dans ton pays parce que c'est clair qu'ils sont américains. Exactement. Tu vois, tandis que l'immigration, c'est une histoire beaucoup plus récente en Europe et sûrement au Canada, par rapport aux États-Unis, a été créé par l'immigration. Donc ça fait 150 ans qu'on est là-dessus. Exactement. Si tu disais un noir retourne dans ton pays, c'est étrange. Ouais, c'est tellement bizarre. C'est comme des anciennes racial slurs des années 70, tu sais, c'est des cris racistes. Et même le noir va être comme, hey man, trouve des nouveaux là. Fais ton mise à jour. Le terme raciste. Je pense qu'une fois qu'il y a eu un président noir, tu peux plus dire ça aux noirs. Mais je pense que la France n'est pas prête pour ça. La France peut pas avoir, je pense, un président
d'une communauté pour l'instant. Je pense que c'est pas encore le niveau français. Ouais. Tu verrais pas ça. Au Québec non plus. Je pense pas que tu verrais un premier ministre québécois en ce moment qui vient d'une communauté culturelle. À moins que je me trompe, mais moi je vois que ça serait controversé juste de le présenter. Ouais. Il y aurait comme ça serait étrange. En France, tu sens que c'est la même chose. Ouais. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ouais. Mais c'est étrange, hein, aux États-Unis. Pourtant, tu vois, historiquement, la France a accepté, vraiment, tu vois, quand on parle de la France dans les années 40, 50, plein de jazzmen noirs qui ont senté un peu rejetés par la culture américaine sont venus en France, tu vois, comme Josephine Baker, Miles Davis, tu vois. Donc on a cette vision de la France plus ouverte. Ouais. Tu vois, mais il y a un côté que je ne connaissais pas avant de vivre ici. Ouais. J'ai dit, en fait, non, vous êtes aussi raciste. Ouais. mais ça, c'est ancien aussi. C'est comme, on aime les Noirs. Jusqu'à temps, du moins qu'il reste le entertainment. Ouais. En fait, j'avais aussi une blague là-dessus. C'est-à-dire que quand tu es un Noir aussi américain, du coup, t'es pas vraiment noir, t'es Morgan Freeman, tu vois, c'était un peu un noir américain n'est pas un noir français. Il y a des niveaux aussi. Il y a des niveaux. Barack, ça mais chez nous, si Thierry Henry se présentait, oublie. Mais les joueurs de foot, ça c'est très respecté. Ouais, ici, c'est comme des dieux. Hein. Ouais. Des joueurs de foot. Je suis pas le foot du tout. Non, je peux pas. Après que moi, je suis habitué au hockey. Ouais, bien sûr. Quand t'es habitué au hockey, tu peux pas regarder le foot de la même manière. Même, il marque un but. Ouais. Tout le match, il y a un but et tout le monde est comme waouh. Ouais, il n'y a pas un fist fight non plus, tu vois. Non, dès que tu touches la personne, un drame. Faute. Faute, carton rouge. Pourtant, vous êtes fasciné de faire ça. Regardez le hockey, là. Mais toi, t'as grandi sur le baseball, football? Baseball et football américain. Ouais. Et basketball, non? Non, plein d'amis, moi je ne suis pas trop le basket. Déjà, il y a trop de sports. Il y a on est à fond sur le hockey aux États-Unis, basket, foot américain, baseball, et j'ai dit basket déjà. Ouais. Mais hockey, je pense que c'est juste dans le nord-est, c'est très populaire. Le reste, ça va. C'est plus dans le nord en général, mais j'avais plein d'amis. Bon, j'ai grandi à New York, donc j'avais plusieurs amis qui étaient à fond hockey, plus que le basket ou autre chose aussi. Donc, je trouve que c'est un sport incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, mais en même temps, j'aime aussi pour une raison ou une autre, je sais pas pourquoi, mais juste d'avoir le baseball à la télé pendant que tu es à la maison, regarder tranquillement, faire d'autres choses. Ça me dérange pas non plus. Il y a quelque chose. C'est apaisant. Ouais, c'est apaisant. C'est apaisant. C'est apaisant d'avoir du baseball, même si c'est lent. C'est notre musique classique. Tu le mets au fond, tu vois. Et t'es là, je me sens un peu mieux. C'est vrai, hein. Je pense qu'en hiver, je suis le hockey, puis en été, c'est le baseball. Je mets le baseball, c'est dans la maison. Je suis tranquille, je laisse les fenêtres ouvertes, j'ai une bière. Je trouve que c'est... Mais c'est difficile à faire que regarder un match de baseball. Je suis allé, mon enfance, plein de fois à un match de baseball, mais c'est long. C'est long. Là, récemment, je suis retourné à un match de baseball avec ma chérie française. Elle n'a pas supporté. Elle a dit, 4 heures, tu rigoles. Tu vois, déjà, il faut comprendre les règles qui sont très compliquées, mais elle se faisait chier à mort, tu vois. Tu sais quoi, ça, c'est un peu une indication de votre relation aussi. Parce que j'allais dire, pour aller à un match de baseball, c'est jamais à propos du match. C'est toujours à propos de avec qui tu vas. Parce que t'es là pour la conversation, le hot dog. T'as pas besoin de regarde le match. Non, t'as le temps. Mais t'es allé avec une Française, t'as fait l'erreur. Justement. T'as eu le play-by-play que tu voulais pas. mais c'est ça, pour moi, je trouve que le baseball, c'est toujours à propos de passer la journée. Et tu sais que tu vas passer la journée à c'est la détente. La détente. On fait c'est un peu RTT. C'est le RTT. C'est un long RTT. Alors, il faut que tu expliques à ta chérie avant d'aller. Ouais, c'est comme le RTT. Elle veut dire, j'ai compris. J'ai compris. RTT, d'accord. Et donc, tu as grandi là-bas et tu commençais à faire du stand-up à quel moment? Quand est-ce que tu as grandi avec les humoristes canadiens ou les humoristes... à la télé, les humoristes américains. Ouais. Pour moi, parce que la télé est bilingue aussi. C'est-à-dire, tu regardes beaucoup la télé américaine. Ouais, je veux dire, pour moi, je regardais surtout comme enfant que la télé américaine. Ouais. Okay. Parce qu'au Canada anglais,
je sais pas si tu as déjà vu une production canadienne-anglaise, évite. Ouais. C'est un très long RTT. Ouais. C'est comme des vacances non payées où tu travailles quand même, où tu te fais chier. Non, les productions canadiennes-anglaises ont toujours été historiquement très difficiles à regarder. Il y a comme une mentalité de l'industrie canadienne où c'est comme il faut que ça soit ennuyant. C'est obligé là. Sinon on n'a pas la subvention. Ouais, exactement. Non, ça va trop vite. Il y a trop d'action. Il faut enlever. Les gens vont suivre. Il faut pas. Non, c'est ça. Il faut que ça perde de l'argent. Pour moi, c'est comme les Canadiens anglais ont perfectionné l'art de créer des émissions que personne ne veut regarder. Et ils le font depuis des années. Ils sont devenus très très bons là-dedans. Mais les Québécois savent écrire et produire beaucoup de bons films. Ouais. Bons films et des blagues et d'humoristes. Humoristes, films et séries télé. Man, la culture québécoise populaire, ils savent ce qu'ils font. Ouais, avec peu de moyens, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Ouais. Ça, c'est une chose comparée au Canada anglais, c'est même pas proche. Ouais. Même pas proche. Alors, c'est pour ça que les Canadiens anglais regardent souvent la télé américaine. D'accord. Parce que la culture est proche, la qualité, ils se comprennent. Ils disent, on va regarder ça. Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder, Prairie Wind on CBC, ou est-ce que tu vas regarder Knight Rider? Tu vas regarder Knight Rider. Ouais, alors, pour nous, j'ai grandi sur la télé américaine et les humoristes américains. Pour moi, je pense ma première expérience à regarder un humoriste américain où j'ai fait comme un freak out. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? Et c'était dans tous les clubs vidéo, dans le temps des clubs vidéo. C'est Eddie Murphy Delirious. Ah oui, bien sûr. Et pour moi, quand j'ai vu Eddie Murphy Delirious pour la première fois, ça a changé ma vie. Ouais. C'était fini. Ouais. C'est fini, c'est tout ce que je veux faire. Et je suis pas mal sûr que notre génération, t'as quel âge? 38. 38. Notre génération, je suis sûr que ça a été un déclencheur pour beaucoup de gens. Notre génération d'humoristes, de dire, wow, OK. Delirious et Raw. Et Raw, ouais. Et lequel t'aimes le plus? Raw. Moi, c'est Delirious. C'est toujours un ou l'autre. Et Delirious, je trouve qu'il est tellement bien construit, il est chill. Je trouve le rythme, j'aime mieux le rythme. Mais c'est un ou l'autre, tout le monde. Et tu vois, avec Eddie Murphy, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, OK, comment est-ce que je peux faire ce métier pour le reste de ma vie? Ce qui est fou, c'est qu'il avait quoi, 24 ans? Ouais. Non, c'est ridicule quand tu penses à ça. Ouais, Delirious, je pense qu'il avait 22. Ouais. 22. Ouais, je pense que genre Delirious, c'est de 22, Raw, 24, choses comme ça. Et quand il a fait SNL, il avait comme genre 20, 21. 20 ans, et c'est fou. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, mais en même temps, tu sais, comme moi, je sais quand j'étais dans mes vingtaines, j'étais toujours un peu jaloux de ça parce que je voulais avoir mon succès tôt. Bien sûr. Et je suis content que je l'ai eu tard. Ouais. Parce que je pense pas que j'aurais eu la maturité de bien gérer mon succès à 22. Ouais. Et je pense que tu le vois avec Eddie Murphy. Il a fait des erreurs. Et il a quand même eu une carrière extraordinaire. C'est une assurance. Il a une assurance sur scène qui est incroyable. Incroyable. Mais en même temps, tu vois que il y a eu un déclic à un moment donné. Et puis, tu sais, il faut que tu sois... Tu sais, maintenant, j'ai 42. À 42, tu sais, j'ai du succès. Et je veux rien d'autre que d'avoir la paix dans ma vie et de continuer à écrire et de faire des blagues à tous les jours. Et je pense à 22, ça serait pas ça. À 22, ça serait où est le party? Qui je peux niquer? Qui je peux niquer? Où est le after party? Qui d'autre je peux niquer? Et c'est comme j'aurais tout dépensé, j'aurais tout gâché, j'aurais tout. Je sais pas comment j'aurais géré ça. Mais... Je pense que Duke Ellington a dit qu'il était content d'arriver à ce côté célèbre plus tard dans sa vie. Il a dit c'est vraiment une bénédiction d'arriver, justement de ne pas être connu, hyper connu à 20 ans. D'avoir un cerveau qui plus mûr. Plus mûr aussi. Et un corps qui veut pas aller au party. Tu sais, à 42, moi, ma copine, des fois, elle me dit... Tu évites les fêtes. c'est là, ok, non, je vais ailleurs. Ouais, exactement. Moi, ma copine, des fois, elle me dit, ok, on fait une date night. Ouais. Et puis moi, tu sais, je pensais jamais que j'allais arriver à ce point-là. Et on fait une date night, je regarde tout de suite mon horaire. Je dis, ah non, j'ai un meeting dans 2 jours, je peux pas. Tu sais, parce que je sais qu'on va boire un peu, et moi, même 3 verres. Je bois 3 verres aujourd'hui à 42, et puis j'ai
C'est pour 2 jours, ça me prend 2 jours de récupération. Ouais, c'est affreux. Ouais. Il dit samedi, tu planifies tes fêtes 3 semaines en avant. Exactement. Ouais. Et tu as besoin de ça. Et je trouve que, tu sais, pour moi, aujourd'hui, je suis pas mal sûr pour toi, ça doit être la même chose, à moins que je me trompe. Tu me corrigeras, parce que toi, tu as une vie différente que la mienne. Ouais. Mais des fois, juste être à la maison, tranquille. Mais je sais pas si c'est tranquille. Toi, c'est juste la journée que c'est tranquille. Ah oui, en fait, quand je suis sans enfants, c'est tranquille. Quand les enfants s'endorment, là, mais justement, le temps tout seul, c'est rare. C'est là, justement, d'être tout seul, ça, c'est très rare pour moi. Ah oui. Ouais. Et je pense qu'on apprécie de plus en plus. Ah, clairement. Ces petites choses-là. Oui, tu peux faire un date night avec toi-même. Ouais. Chose que j'ai jamais pensé. Un petit verre, des chandelles, de l'huile. Je me massage. Ça, c'est un autre podcast. Mais c'est vrai que de plus en plus, je pense que juste pour moi, le fait d'avoir le confort, c'est assez. Ouais. C'est l'ambition. C'est le confort de pouvoir juste faire ça pour le reste de ma vie. Ouais. Et de aussi avoir la possibilité d'un jour de rien faire, si je veux rien faire. Tu sais, juste ça. Cette liberté. On a la chance quand même. On a la chance de pouvoir vivre de ça et pas avoir un boss, quoi. Tu vois, le boss, c'est notre public. En gros, c'est eux qui vont décider si on bosse ou pas, tu vois. Exactement. Mais on n'a pas quelqu'un tous les jours qui nous dise quelque chose, donc c'est une grande chance. Effectivement, c'est un peu la vie. C'est comme on a la vie d'un auteur, d'un auteur et d'un interprète. C'est comme. Mais j'aime ça. C'est comme. Sauf qu'on n'a pas besoin de tout l'équipement en studio pour un chanteur, d'aller enregistrer. Mais c'est notre studio, c'est notre crayon. T'écris avec un crayon ou à l'ordi maintenant? Les deux. En fait, toujours le premier brouillon, c'est à l'écrit. Quand j'ai une idée, j'écris à la main. Après, je peux développer plus sur ordi. Et toi, tu fais comment? Moi, écoute, ça dépend. Si je suis à l'extérieur de la maison, quand j'ai une idée, je la note, c'est sûr. Et note stylo, pas. Non, dans le téléphone. Dans le téléphone, parce que qui a un stylo avec aujourd'hui, c'est rare. Alors, je le note vite, et je continue à le dire à haute voix jusqu'à temps que ça reste dans mon cerveau. Alors, tu sais, des fois, il y a ma première partie, Stéphane ou ma copine qui est là. Et je continue à le dire et ça les embête parce que j'arrête pas, parce que je veux pas l'oublier. Alors je continue à répéter jusqu'à temps que je l'ai. Et là, ça mijote et je suis pas sûr si c'est prêt ou non. Et des fois, ça me prend des mois, des fois même des années de sortir quelque chose que j'ai dans la tête. Et quand je le sors, je suis surpris des fois. Et tu le notes pas? Ça reste oral? Ça reste oral, mais je note l'idée de base. D'accord, le mot-clé. D'accord. Les mots-clés. Mais je trouve que quand je m'assois devant un ordi ou quand j'écris mot pour mot quelque chose, c'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas le rythme, il n'y a pas le... Et des fois, tu trouves la blague en le faisant, tu trouves la structure en le faisant. Je pense que tu as de la bonne technique. Moi, je suis assez écrit et du coup, des fois, j'écris un texte qui est marrant à l'écrit, mais quand je le dis, c'est moins drôle, tu vois. Et tu penses que tu as la bonne technique vu que ce qu'on fait, c'est quelque chose oral, qu'il faut que ça reste plutôt oral. Mais j'ai tellement peur d'oublier une blague que si je le note pas, mais tu as une bonne technique parce que quelque part il est là, il existe, tu vois, tu l'as noté quelque part, mais voilà, idéalement ça sera d'enregistrer. Je sais pas si tu t'enregistres. J'enregistre tous les shows. Audio, tous les plateaux en audio. J'ai le même. Tout le giga de mon téléphone, c'est les plateaux. C'est le plateau. Donc tous les plateaux en audio. Et tu l'écoutes, tu réécoutes, parce que moi j'ai du mal à réécouter. Non, j'ai du mal à réécouter aussi. J'aime pas m'écouter ou me regarder. Mais ma copine le fait. Je dis, tu peux regarder. Parce que je lui dis, est-ce que tu peux regarder ça ou écouter ça et dis-moi comment je l'ai fait. D'accord. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait différent, qu'est-ce qui a marché. Et j'aime ça, c'est mon bras droit là, tout le temps. C'est drôle parce que ma femme pareil, c'est-à-dire qu'elle est toujours un œil extérieur sur ce que je fais et donc elle me coach très bien. C'est important. C'est important d'avoir un œil extérieur et quelqu'un qui est honnête. Et qui n'a pas peur de dire c'est de la merde. Exactement. On rêve tous d'avoir ça, une femme qui te dit c'est de la merde. On cherche ça. Mais c'est pour moi c'est la même chose et puis elle a un œil extérieur comme tu as dit honnête et elle a un sens artistique de ce qui va marcher, ce qui va pas marcher et c'est important ça. Et en étant avec moi beaucoup, elle a
elle connaît le rythme de l'humour. Elle connaît, tu sais, je pense que c'est la même chose. Ouais. Et elle sait pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça marche pas. Ouais, parce que tu forces ta femme de devenir geek du stand-up finalement. Ouais. Ma femme, on peut plus quoi. On regarde plein de spéciaux Netflix et on parle tout le temps. Donc maintenant, elle est devenue spécialiste. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme si jamais on est pris pour une première partie, tu vas toujours avoir ta femme. Mais j'ai juste peur qu'elles vont nous roaster juste avant qu'on sorte sur la scène. Ce mec-là, j'écris tous ses vannes. Il est nul en vrai, il est marrant sur scène, mais à la maison, il est non, et même sur la scène, moyen. Ouais. Il fait de l'humour comme il baise. Moyen, ça va. Mais par contre, sur scène, ça dure beaucoup plus long. et puis là, je trouve que c'est important, c'est bon que tu as ça. Et je pense que c'est important pour un humoriste, quand il va voir une femme, quand il se case avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un comme ça. Ouais. Parce que tu sais que n'importe quoi de moins, ça va plus jamais être satisfaisant. Ça va jamais être la même chose. Tu vas trouver qu'il manque quelque chose dans ta vie, tu sais. C'est vrai, non? C'est comme quelqu'un, si jamais il y avait quelqu'un d'autre et puis elle serait comme une femme normale, une civile, ça marcherait plus. C'est comme ça te manquerait. Ah merde. Hey, est-ce que je peux te demander quelque chose? Non, j'ai une manicure à faire. J'ai pas le temps. Je suis pas. Va demander à un de tes potes humoristes. Oh, ça fait mal. Hein. Ouais. Alors pour moi, je pense qu'on a la chance. On est gâté. Ouais, c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Non, okay. Quand tu parles aux autres humoristes. Ce qui est intéressant, je suis fan de Jim Gaffigan. Je sais pas si tu es fan, mais il écrit aussi beaucoup avec sa femme. Ah, ok. Quasiment tout, il écrit à deux. Ok. Ouais. Moi, je pense peut-être c'est juste une façon de faire du income splitting. Ouais, c'est comme moi de sauver des impôts. Voilà, elle bosse pour moi. C'est ça. Au lieu d'avoir, 200 000 pour une personne, tu fais 100 000 chaque et tu payes moins d'impôts. Voilà. Anyway, ça regarde Jim Gaffigan. Ça, c'est mon point de vue fiscal. Quand tu es arrivé en France, là récemment, tu étais déjà un star au Canada. Et donc, c'était quoi l'idée de venir ici? Est-ce que c'était un peu à la Gad Elmaleh parce que tu voulais tenter, voir ce que ça donne? Est-ce que pour le Québécois, je te pose 3 questions en même temps, pour le Québécois, est-ce que la France fait rêver? Est-ce que vous dites, pour mieux réussir, il faut aller en France? Est-ce que c'est un passage obligé? Ou est-ce que... Non, pour moi, je pense que c'était aussi de m'éloigner de tout ce que j'avais fait au Canada. D'accord. De pas non plus devenir complaisant. Parce que je sentais que année 4, année 5 de ma tournée, c'était vraiment la fin. Je voulais mettre fin à cette tournée parce qu'elle pouvait continuer pour toujours. On avait fait 4 ans et demi, et on a fait 375 000 billets vendus. Wow. Et tout le monde avait dit... C'était une tournée au Canada. Tournée au Québec. Au Québec. C'était fou, ouais. Et puis, pour moi... c'était le premier one-man show le plus vendu dans l'histoire du Québec. Wow. Ouais, okay. pour un premier one-man show. Et pour moi, c'était important de... Les gens disaient, tu sais, ça faisait 4 ans. Et on s'entend tous que le spectacle que tu as commencé il y a 4 ans, dans la vie d'un humoriste, 4 ans plus tard, tu es rendu ailleurs. Ouais. Mais il faut que tu donnes le même spectacle parce que tu veux pas donner des nouvelles vannes tout de suite. Ouais. Parce qu'après ça, il y a des gens qui vont venir au deuxième spectacle qui vont dire « Ah, j'ai déjà entendu celle-là dans la première, j'étais là vers la fin de la première. » Alors, pour moi, c'était... Premièrement, j'étais rendu ailleurs. Je pouvais faire une autre année. Tout le monde le disait. Tu peux faire une autre année facilement. Ouais. Mais pour moi, il fallait que je mette fin à ça pour pas devenir complaisant comme artiste, comme auteur. Tu te faisais chier quand tu jouais? Non. Tu prenais du plaisir? Je prenais du plaisir encore. Et une des raisons, c'est parce que j'improvise beaucoup aussi. C'est mon jam session un peu à côté où je suis toujours engagé dans mon spectacle. Mais je savais que si je faisais une autre année, je pense que même le public, et je le sentais, aurait dit, mais il est trop présent. C'est parce que j'étais vraiment partout dans les médias encore. Et puis, je voulais aussi me donner un break de vivre cette vie, tu sais. Parce que pour un humoriste, je pense que c'est important de ne pas trop célébrer ses victoires et de trop... Il faut se mettre en question tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et pour moi, il fallait que j'aille ailleurs et j'aimais retourner quelque part où j'étais anonyme et d'avoir cette fin. Tu sais, cette fin, c'est ce qui nous pousse. Ce qui nous pousse, je trouve, c'est le moteur pour et puis je voulais tout laisser. J'ai dit, OK, je veux revivre, je veux recommencer à zéro et je veux vraiment mériter.
tout, tu sais. Et même, tu sais, quand je venais en France, tout. Même maintenant, puis j'ai une blague à propos de ça, on book en business. Non, j'ai pas mérité business en France. J'ai pas business class. J'ai mérité économie en arrière. Parce que j'ai rien fait avec ma vie en France. So, I'm going. À côté de toilettes. Ouais, exactement. C'est là. Alors, tout, tu sais, je prends le métro, je marche. Je veux comme recommencer comme j'ai recommencé au Canada. Mais c'est aussi une façon de vivre à la française, de mieux comprendre la culture. Il faut. Exact. Vivre comme ça, ouais. Tu peux pas arriver sur scène et parler aux Français et dire, vous savez quand votre Ferrari est brisé. Ça fait chier, non? Hein? Qui est avec moi? Qui comprend? Like, tout le monde dit, quel connard. Right? Pour moi, c'était premièrement ça. Et même au Canada, je garde ma vie très, très simple. Ouais. Même tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, je me suis jamais payé les luxes. Et je me suis jamais piégé dans la célébrité. Ouais. J'ai toujours resté à l'extérieur de ça pour vraiment rester et me protéger moi-même. Et ça, je l'ai appris dans mes vingtaines. Ouais. Parce que dans mes vingtaines, j'étais promoteur de clubs. D'accord. Nightclubs. Ouais. Et nightclubs, comedy clubs ou nightclubs dance? Dance, ouais. Et puis j'avais 5-6 ans où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent. J'étais très connu dans ma ville en faisant ça. Et j'ai tout gaspillé. Tout. Ouais. Et tout. Surtout. Et puis, je faisais ça pour les mauvaises raisons. Ouais. Anyway. Alors, après ça, j'ai dit, si je fais l'humour, c'est parce que j'aime l'humour. Je sais que j'aime le stand-up, c'est ce que je veux faire. Et pour moi, c'était toujours de le faire pour les bonnes raisons. Et de me protéger contre moi-même. Ouais. C'est très important de se protéger contre soi-même. Tu sais? Ouais. Moi, je le fais en laissant tout derrière. Toi, tu le fais en ayant une famille. Ouais. Tu sais? Tu sais, c'est comme il faut avoir ça. Ouais. Et pour moi, c'est ça. Et les gens que j'ai gardés proches de moi, c'est les gens qui ont toujours été proches de moi. Mon noyau, c'est ma famille, mes amis d'enfance. C'est toujours été ça. Ouais. C'est très important. Et donc, tu avais peur, quelque part, de cette célébrité qui allait te ronger ou... Oui, et que j'allais plus avoir quelque chose à dire qui allait être intéressant. Ouais. J'allais pas avoir quelque chose à dire qui était intéressant. J'allais avoir mon deuxième spectacle au Québec allait être un peu une copie pâle du premier spectacle et allait pas avoir cette fin de communiquer quelque chose et de dire quelque chose qui allait marquer les gens. Et c'est pour ça que je me suis éloigné. Et là, en étant ici et en retournant au Québec, je commence à écrire mon deuxième spectacle au Québec et je suis content de ce que j'écris pour le Québec aussi, parce que je pousse beaucoup plus loin que le premier. Ouais. C'est très important pour nous d'être fiers de ce qu'on fait. Exactement, exactement. C'est pour ça que des fois tu le sais, comme tu vois des gens sur la scène et tu te dis, ok, man, lui il va regretter ça. Il fait les choses vite pour arriver au succès. Ouais, ça fait rire, mais mais dès qu'il va avoir cette, s'il se rend là, ou s'il commence à surfer là-dessus, tu le sens, tu dis, il va pas se réveiller en disant, je sais que ce que je fais est respecté. Tu sais? Ouais. Il faut quand même avoir ça, tu sais, je pense. Et donc, c'est de la transition pour un promoteur de nightclub pour devenir stand-upper. Quelque part, c'était un sacré saut. C'était un sacré saut, mais je faisais du stand-up à côté. Je vivais de nightclub promoting pour le hobby de stand-up. Et tu sais, maintenant, je fais du stand-up pour vivre de mon vrai hobby que je veux, c'est data entry, là, entrée de données dans une bague. La nuit, je sors dans le club pour faire de data entry. Les entrées de données, c'est vraiment mon rêve. Non, mais pour moi, c'était l'humour toujours, le stand-up toujours. Et puis, je pense que chaque jour, je suis sur la scène, je suis plus heureux que les jours où je le suis pas, et je suis sûr que c'est la même chose pour toi. En fait, moi je joue jeudi à samedi, et chaque jeudi matin, je sens la déprime de la début de la semaine où j'ai pas joué, et donc pourtant jeudi soir tout va bien, tu vois, je dis non, ça va, tu vois, donc je rattrape avec le week-end. Mais on a besoin, et je suis pas fier de l'avouer, mais je sens. Écoute, c'est fou, tu le sais aussi des fois que c'est ce que tu veux faire, parce que quand tu es en vacances, même si c'est des vacances, la plupart des gens qui vont en vacances, c'est pour eux, c'est le meilleur moment en ce moment. On est en vacances, on est ailleurs. Moi, je suis en vacances. Après 4 jours, je suis comme, il n'y a pas une scène ouverte quelque part, il n'y a pas quelque chose où je peux... C'est ça qui est fou avec le New York Comedy Night, c'est que j'ai pas mal d'humoristes qui sont vraiment en vacances à Paris pendant 5 jours.
Et pourtant, ils me cherchent. Ils vont venir me chercher. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de jouer ailleurs. T'es comme un dealer. Ouais, T'es comme un dealer de drogue. J'ai besoin de jouer. Mais j'ai plusieurs humoristes qui sont en vacances amoureux. Ouais. À Paris, ils disent ok, honnêtement ma femme va me détester ou mon mec va me détester, mais je suis obligé, je dois monter sur scène. Ouais. Donc je sais que ce soir normalement on était censé aller au restaurant ou à la Tour Eiffel, mais là j'ai envie de jouer. Et on est des drogués. Ouais, on est des drogués. Je le comprends. Je suis avec toi. Écoute, pour moi c'est pour ça que j'essaie de booker des vacances quand j'y vais où il n'y a pas d'humour. Comme Irak, Syrie. Mais là, tu as une petite partie de ton cerveau qui dit et si je créais le petit club quelque part. Je suis sûr qu'il y a un café je vais le trouver. À Alep où je peux faire 5 minutes. 5 minutes. Alors, qui est avec Daesh? Non, mais c'est comme non, t'as raison. Il faut les prendre des fois. Après, est-ce que ça arrive quand t'es en vacances où t'as pas joué pendant 2 semaines, 3 semaines, tu commences à avoir peur que t'as perdu le rythme ou le niaque. Ouais. Et la première fois que tu retournes, c'est comme t'as cette nervosité. Ouais, carrément. Ouais. C'est fou, hein. C'est comme musculation ou jouer un instrument. C'est-à-dire une guitare, si tu joues pas la guitare pendant 2 semaines, même si t'es une pro, t'as l'impression que tes doigts sont pas agiles. Dans les dernières années, c'est quoi le plus long que tu as été sans être sur la scène? Le plus long, disons, dans les 5 dernières années. Où j'ai pas monté sur scène? Ouais. Sûrement un mois. Pardon, les vacances d'été. Ouais. Les vacances du mois d'août. Ouais. Tu vois? Et le retour était comment? Oui, toujours. Tu sais, la rentrée en France, ça commence en septembre, mais ça commence pas vraiment en septembre. Tu vois? Techniquement, c'est à la rentrée de l'école, mais les adultes commencent la fin septembre, début octobre des fois, tu vois. Ils ont besoin d'un peu de temps et donc c'est pour ça que plein d'humoristes ne commencent pas leur spectacle à la rentrée la première semaine de septembre. Ils commencent deuxième moitié de septembre. Moi j'aime commencer début septembre, comme ça le deuxième moitié je suis déjà un peu rodé, tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin d'un peu de temps. Est-ce que tu fais des plateaux pour te réchauffer un peu? Le truc avec oui, toujours, ça aide. Mais le truc, c'est que peut-être c'est spécifique à mon spectacle, mais je ne sais pas si c'était pareil. Mais des fois, je fais des vannes qui sont des vannes de plateau, qui marchent très bien en plateau. Mais quand je les mets dans mon spectacle, ça marche. C'est pas que ça marche pas, mais ça marche moins bien. Ouais. Tu vois? Je sais pas si peut-être c'est parce que mon spectacle raconte une vraie histoire avec un fil rouge. Oui. Et peut-être toi, tu es plus. En fait, parce que finalement, je t'ai jamais vu en entier, je me rends compte. Ah, ok. Parce que j'ai vu 1000 fois en plateau. Moi non plus, on s'est pas vu. Et je pense que t'as pas vu parce que mon one en français, c'est bien sûr il a des blagues, mais ça raconte, c'est une vraie histoire aussi, tu vois, c'est avec des blagues dedans. Et donc je pense que j'aimerais voir ton one parce que aussi je te pose la question New Comedy Night la semaine dernière, que je n'étais pas sûr si ton impro était quelque chose prévu, c'est-à-dire tu as un bloc, genre maintenant je fais de l'impro, ou est-ce que c'est de l'impro tout au long? C'est un peu tout au long, mais j'ai des places aussi où je dis ok, ça va être je vais aller faire l'impro, ici c'est le bon moment, ici c'est le bon moment. Alors je les place, mais des fois il y a des choses qui arrivent qui sont trop tentants. T'as envie de parler, même des fois comme il y a quelqu'un dans la première rangée qui veut même pas te regarder, tu fais le contact des yeux, mais il a peur que dude, je vois comment tu t'appelles et tu y vas. Et hier il y avait une femme qui riait hier sur la scène dans le balcon à droite, elle riait, mais au mauvais moment. Il y avait un décalage de rire. Là, je suis allé lui parler, et puis c'était n'importe quoi à un moment donné. Puis elle riait. Elle se racontait des histoires entre elle et puis ses amis. Et puis moi, je suis allé, je les ai chopés. Je suis allé les voir, je suis allé leur parler. Il fallait que j'y aille parce que le public les a vus, les a entendus. Et je peux Quand pas, ça gêne tout le monde, t'es obligé d'y aller. Carrément. Parce que le public te regarde comme, qu'est-ce qu'il va faire? T'es un peu, tu deviens un peu genre le patron de la compagnie. C'est comme, ok, il y a une crise dans la compagnie en ce moment. Qu'est-ce que le patron va faire? Alors, l'expert. L'expert. Alors, il faut que tu aies du bon leadership. Il faut que tu ailles faire ce que les gens s'attendent et de régler le problème. Alors, est-ce que ça t'arrive d'échouer?
Bien sûr. D'arriver à ne pas trouver de vanne et presque avoir le public contre toi ou la dame en question contre toi? La dame en question, ça peut arriver, le public jamais. Alors je fais toujours, et ça tu le sens avec expérience, c'est que tu représentes un peu la majorité. Tu sais que elle faisait chier tout le monde hier. Alors le public voulait que j'aille la détruire. Tu sais. Ils étaient, à chaque fois que je disais quelque chose et je la mettais à sa place, le public rigolait. Et puis, tu sais c'est où le niveau, si tu le sens. Tu sais quand tu as été trop méchant, il faut que tu le ramènes un peu. Il faut que tu ramènes un peu. Il faut que tu souris ou même tu dis que tu avais tort ou je sais pas, dire quelque chose. Ou tu fais un pirouette. Tu dis t'es fâché. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose où si on doit faire attention de ne pas abandonner par peur. Des fois, c'est ça aussi. C'est carrément. On peut dire, OK, abort mission, parce que j'ai rien. Des fois, on creuse et il y a de l'or qui sort. Il faut être patient. Des fois, c'est ça aussi. C'est d'être patient, de savoir que tu n'as pas de filet. Mais tu as toujours un filet, parce que ton filet, ça peut être, s'il n'y a rien, tu peux rentrer dans ton matériel tranquillement. Tu sais, de sortir une vanne et les gens vont penser que ça fait partie du spectacle. Ça fait partie de l'impro. On va dire, mais comment... Il a trouvé cette vanne. Comment il est parti. Alors, on a toujours nos repères, on a nos outils qu'on s'est développés nous-mêmes et puis on est capable de s'en sortir. Et donc, en gros, tu as le spectacle, tu as quand même un set list avec des morceaux. Tu dis, là, je peux me balader avec l'impro, mais là, après, j'ai une blague de retour. Après... et des fois aussi, c'est parce que je veux pas mettre de l'impro dans une place, parce qu'il y a un rythme, parce qu'il y a 3-4 blagues qui vont ensemble. Bien sûr. Parce qu'il y a un bloc, ils vont pas marcher. Tu sais, la troisième va pas marcher sans la deuxième. Alors, tu as besoin de faire 1, 2, 3, 4, et après, tu dis, OK, là, je peux aller, parce que je peux toujours revenir, il y a un autre sujet après. Mais 1, 2, 3, 4, c'est important que je les fasse de suite, parce que si j'arrête le rythme, ça va affecter les blagues, parce que le rythme, le rire du 1 et du 2 va faire en sorte que le 3 va rentrer fort. Mais si après 1, 2, je vais en impro... le 3 va... Il faut oublier le 3, en fait. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire ou ça va être moyen, je sais. On s'entend, il y a 2 blocs, il faut construire les blocs. En fait, tu travailles beaucoup comme ça, c'est-à-dire que tu commences à avoir des idées et donc, tu commences à... Est-ce que tu as une idée que tu tires pour faire un bloc ou est-ce que tu as plusieurs idées que tu réunis pour un bloc? Je ne sais pas si tu as compris. Moi, je pense que c'est plus... je pense qu'on se comprend. Après 6 années d'expérience, on se comprend exactement. Pour moi, je pense que c'est plus... J'ai jamais écrit un spectacle en me disant, OK, c'est quoi le filon rouge? Il faut que j'écrive un spectacle à propos de quelque chose. Jamais. Moi, c'est toujours... J'écris des blagues tout seul, démocratiquement, ça me vient, je suis inspiré, j'écris. Là, je fais mon inventaire... Et comment je peux les mettre ensemble, les lier, et puis ça donne un peu l'esprit du spectacle. Et la couleur du spectacle est toujours, le spectacle est coloré par moi-même, par qui je suis, par ma philosophie, mon point de vue. Alors tout ça là-dedans fait en sorte que le spectacle se construit un peu tout seul. Et t'as jamais peur de faire des sujets trop éloignés, genre tu as un bloc sur les relations hommes-femmes et tu as un bloc sur le scientifique du 18e siècle et tu dis je peux pas mettre ces 2 choses dans le même spectacle parce que ça colle pas. Non. Parce que ça peut être facile, écoute, le moyen c'est toujours la créativité, c'est comment je trouve le lien. Là tu m'as donné 2 sujets, les scientifiques du 18e siècle, les relations hommes-femmes. Alors là je peux commencer à parler des scientifiques du 18e siècle et tranquillement vers la fin je peux dire je pense qu'ils attrapaient des femmes, ces hommes-là. Les scientifiques je sais pas comment les femmes le voyaient. Regarde, c'était les rockstars du temps. J'ai envie de le baiser, c'est lui qui a découvert le pénicilline. Puis après ça, boum. Et en parlant de ça, est-ce qu'il y a des couples dans ça? Boum, tu peux faire la transition assez vite. Et puis, tu peux le lier. Pour moi, c'est aussi ça, c'est comment je fais le lien. Non, mais je pense que tu as raison. C'est toi le pilier. C'est toi qui reste constant pendant tout le spectacle et donc c'est toi la référence de tout ça. Exact. Et puis les liens peuvent se tisser très créativement. Tu vois, déjà on l'a fait avec 2 sujets. Et puis tu dis comment je passe d'ici à là. Bon, je crée un petit pont là. Boum, c'est fait. Tu sais, c'est très. C'est pour ça pour moi je trouve que
l'écrire sur ordinateur aussi, j'aime pas, parce que j'aime faire des schémas quand je construis mon spectacle. J'aime... Un post-it, c'est ça? Ou comment tu fais le schéma? Non, j'ai des gros papiers, comme des papiers, pas de 8,5 par 11, je prends des 8,5 par 14, et je dessine, et je fais des flashs, et je fais des schémas, je fais un peu... tu sais, je construis un peu genre une maquette, et puis tu sais, je fais beaucoup de doodling sur la feuille, et puis à un moment donné ça se construit, je dis ok, je pense que je l'ai, tu sais, puis après ça je bouge des morceaux, et puis c'est très Rain Man. A beautiful man. C'est ça. Des équations. Exact, mais ça fonctionne. Moi je pense que chaque humoriste a son processus, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Du moins que tout est original. Je pense que le processus est très intéressant aussi. Puis, tu sais, il y a Stéphane qui a une certaine façon d'écrire. Lui, ma première partie, Stéphane Poirier, tu sais, je le vois, il écrit sur ordinateur et tout. Il me voit des fois écrire avec toutes mes feuilles. Des fois, j'ai une montagne de papier sur ma table, et même ma copine me dit t'es comme un mad scientist, t'as toujours comme plein de feuilles partout, et tu sais, des fois elle sait pas si c'est de la poubelle ou des notes, tu sais, c'est ça le risque, ta copine pense c'est de la poubelle, parce que ça je mets ça à la poubelle, non, attends, mais c'est un ticket de caisse, mais j'écris quelque chose derrière, attends, tu sais, alors c'est le processus, mais dans mon désordre je me trouve, bien sûr. Et puis le résultat sur scène, je pense pour le public, c'est ce qui compte aussi. Bien sûr. Le processus, c'est pour nous. Le résultat, c'est pour le public. Moi, j'aime pas non plus que le public voit trop le travail derrière. Bien sûr. C'est sûr. Il faut que ça lampe comme un magicien. Ouais, tu veux qu'ils oublient qu'ils sont un spectacle. Moi, je déteste quand les gens disent j'ai vraiment aimé la mise en scène, le travail derrière, tu sentais les textes, t'es comme man, t'es pas allé à un vrai spectacle. Un vrai spectacle, c'est comme quand t'as oublié dans la plupart du spectacle jusqu'à la fin que t'étais à un spectacle. Oh mon Dieu, j'ai oublié, je pensais que c'était un pote qui me parlait pendant une heure et demie. Moi, je trouve que c'est les meilleurs spectacles, c'est les meilleurs films. Et je pense que pour nous, de rendre ça, de le faire paraître aussi facile. Que tu n'es pas conscient du fait que tu es dans une salle en train de regarder quelque chose. Moi, je trouve que c'est toujours le but pour moi de donner ce genre de spectacle. Et donc, tu parlais de Stéphane qui travaille sur ordi. Donc lui, il prend une idée et il développe sur un ordi ou... Je pense que oui, je pense qu'il écrit beaucoup sur ordi. Mais lui, son résultat est incroyable aussi. Lui, il a son résultat et son processus. Et... pour moi, c'est comme quelque chose de très étranger, c'est une autre planète. Et pour lui, il me regarde. Et je pense que pour lui, et la plupart des humoristes, ils regardent mon processus, ils sont comme, j'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça. Non, mais je n'étais pas le premier à dire que tu travailles espèce de whiteboard avec les idées en post-it ou juste des feuilles différentes. Il faut le voir visuellement. Et... De sa façon. Et j'ai dit à Stéphane, j'ai dit, moi je suis content si je fais une blague par semaine. J'écris une bonne blague. Parce que, tu sais, moi j'ai dit, si c'est une blague magique, tu sais, un 10, un A, par semaine, c'est beaucoup. Pour moi, tu as une blague magique par semaine, tu as 52 blagues par année, tu as une heure là. Carrément, tu as une heure de fait. Tu sais, alors tu as construit ton spectacle. J'adore ce travail. T'arrives, t'as une blague. Ok, ma semaine est faite. C'est cool. À la fois, c'est pas très exigeant, mais quand tu sais ce qu'il faut pour arriver à une blague d'oreille, tu vois, une blague 10 sur 10. C'est fou ce que ça prend pour arriver là. Et donc, tu fais beaucoup de plateaux pour arriver à ça, ou tu testes beaucoup dans ton spectacle? Les deux. Dans le spectacle, dans les plateaux, sur des gens que je connais. Toujours Stéphane, ma copine, ma famille, toujours, avant même de monter sur le plateau. Et Stéphane même me disait l'autre jour, il y a des blagues que c'est des années que tu me racontes, et là, finalement, tu les as fait. Je t'avais dit il y a des années, je dis, mais t'es pas prête. Fallait je la laisser mieux. Ou toi, tu t'es pas prêt. Non, la société n'était pas prête. La société n'était pas prête pour celle-là. Non, j'ai dit, tu sais, j'étais pas prêt, j'étais pas sûr. Elle était là, je sais. Puis, enfin, je l'ai essayé. Je suis content du résultat, mais il fallait que je sois en doute avant que ça sorte. Il fallait que je la fasse. C'est pour ça que, tu sais, je trouve que, tu sais, quand les gens disent,
2 blagues qui se ressemblent, c'est pas grave. C'est grave. Parce que... Tu veux dire entre humoristes? Ouais. Ou pas 2 blagues qui se ressemblent, mais quelqu'un qui prend des blagues, ça va, c'est pas grave, écrire une blague. Les blagues, ça appartient à tout le monde, c'est pas vrai. Non. La blague, ça appartient à celui qui l'a écrit, qui a souffert pour l'avoir. Parce qu'on sait le boulot derrière qu'il fallait faire. Ouais, c'est fou. Écoute, je pense que nous-mêmes, on a eu une coïncidence avec un point de vue, et ça allait arriver, c'est sûr. J'apprécie, tu étais le premier, parce que peut-être t'es pas français, de faire une approche qui était tout de suite, t'as gagné beaucoup de respect. C'est-à-dire que t'as fait une blague que moi je faisais. C'est une blague qu'on aurait pu facilement trouver le même truc. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ouais. Et donc, tu m'as appelé pour me dire, on m'a dit que tu as une vanne qui ressemble à ça. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, effectivement, ça fait tant d'années que je le fais. Et donc voilà, Et je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé. J'ai dit, man, il faut que je l'enlève. Ça m'a fait chier parce que j'adorais la blague. Mais j'ai dit, c'est quoi? Il faut que je travaille plus fort. Pour trouver une autre façon de rentrer dans cette section-là de mon spectacle, parce que c'était la première blague de cette section-là de mon spectacle. J'ai dit, OK. Et tu sais, c'est ça, je pense que, en même temps, moi, je veux pas être connu comme quelqu'un qui a fait la blague que quelqu'un a déjà fait. Tu sais, alors, merde, on a eu le... Tu sais, ça peut arriver, hein, la pensée parallèle de personnes qui... Surtout dans la même expérience, des étrangers qui observent la France, donc déjà... Ouais, mais je pense que l'éthique de tout ça aussi, c'est de s'appeler, de se dire, OK, et ça fait combien de temps que tu le fais? Toi, ça faisait 5 ans ou quelque chose comme ça que tu le faisais? J'ai dit, merde, OK. J'ai dit, il faut que je l'enlève. OK. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Tu m'as vu le faire sur ton plateau. Et je m'appelle, t'as dit, on peut pas en France, quand tu dis à quelqu'un qu'on a une blague similaire, là, ça cause des problèmes, et t'es assis, t'as des embrouilles. J'étais comme, man, c'est la base. C'est l'éthique ensemble. On se parle, on est camarades. Il faut vraiment qu'on ait un dialogue ouvert, tu sais. Alors ça, c'était cool. Je pense que c'était cool de pouvoir régler ça. Mais je savais qu'à un moment donné, on allait avoir une pensée parallèle. C'est quand les gens ont des pensées parallèles trop souvent que c'est comme tout ton spectacle. Tout ton spectacle est une pensée parallèle de mon spectacle. C'est comme c'est là que ça devient inquiétant même. Mais en fait, donc avec tout ce truc de copie comique depuis maintenant 9 mois, ce qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, ce genre de choses peuvent briser des carrières. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment traité comme quelqu'un qui vole de vannes, ça peut casser une carrière. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec. Exactement. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France, pas trop. C'est-à-dire les gens haussent les épaules, disent, c'est pas grave. On va lui donner un autre film. Non, ici, c'est comme ce qui est inquiétant, c'est les grands noms. C'est les grands noms qui le font, c'est des stars qui le font. Et aussi, je pense qu'il y a... Tu sais, c'est un peu un moment, en ce moment très... c'est un moment très particulier dans l'histoire de l'humour français, parce que tout ça sort. Les gens le savaient depuis des années. On le savait au Québec. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui le savaient, mais c'est devenu public, c'est devenu une connaissance publique. Et c'est vraiment le temps maintenant où c'est aux humoristes de décider, les humoristes français, de dire, OK, parce qu'il y en a beaucoup, hein, la majorité qui ne font pas ça. Qui sont éthiques, qui sont travaillants. C'est un petit pourcentage, très petit pourcentage, mais c'est quand même le plus haut niveau que j'ai vu sur la planète. OK? De loin. De loin. Mais c'est vraiment pas la majorité. Il y en a c'est sans honte, en fait. Mais c'est le moment où les humoristes doivent décider de dire, OK, il faut qu'on reprenne notre industrie en main, parce que tout le reste de la planète regarde les Français, et ça, c'est depuis longtemps, mais maintenant que c'est sorti publiquement dans des articles partout au Canada, aux États-Unis, des documentaires et tout, c'est le moment, je pense, pour les humoristes français de reprendre leur industrie. Ils ont 2 choix où ils se disent, OK, on ne joue plus avec les gens qui volent des blagues et qui l'ont volé historiquement. Ils sont plus sur nos plateaux, même s'ils sont des grands noms. Ça va être difficile. Et ça prend la force pour faire, OK, on peut pas te laisser jouer ici, ou je monte pas sur scène avec toi.
ou je joue pas sur des plateaux organisés par quelqu'un qui vole des blagues. Je peux pas faire ça. Ouais. Et c'est ça, c'est comme, ça va être s'organiser et de faire ça, et je sais pas, ça va être comme vraiment le temps qui va dire, est-ce qu'ils vont faire ça ou est-ce qu'ils vont dire, on s'en fout, et puis le reste de la planète va continuer à regarder les Français comme une industrie de gens qui volent. Ouais, mais voilà, toi, tu es là, tu fais de plateau. Tu vois qu'il y a une nouvelle génération de stand-uppers qui sont vraiment passionnés du stand-up, comme tu as dit, que ce sont la majorité qui ne volent pas de vannes, qui écrivent leurs trucs, qui sont passionnés. En fait, de toute façon, je pense et j'espère que cette nouvelle génération va donner un autre nom au stand-up. J'ai l'impression que les Québécois qui sont venus ici en France, ils voient que les vrais stand-uppers, entre guillemets, qui travaillent dans les plateaux, qui ne sont pas pareils que les Français qui sont très connus internationalement parlant, tu vois. Ils travaillent autrement. Ouais. Je pense que tu as vu ça. Oui. Moi, écoute, ça, c'est la norme ici. Mais il y a un petit pourcentage qui donne un mauvais nom. Qui donne un mauvais nom. Et la première étape, c'est de dire, il faut qu'on se distance d'eux. Ouais. Peu importe qui ils sont. Et ça va être ça qui va déterminer si ça continue à devenir de l'extérieur. Parce que là, de l'extérieur, la planète regarde ça comme, OK, c'est pas possible. Ouais. Ou est-ce qu'ils se disent, oh non, la nouvelle génération s'est distancée de l'ancienne génération qui le fait. Ouais. Ils se disent non. Hein? Ouais. Et ça va être ça le truc. Ça va être ça le point déterminant pour la réputation de l'industrie de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, on peut dire ce qu'on veut, mais de l'extérieur, ça va être ça. Ouais. C'est vrai que la réputation a été tarnished. Ouais. Je sais pas comment dire. Ouais, teinté. Teinté, ouais. Et là, donc, tu es entre les deux. Tu fais des allers-retours. Ouais. Tu fais la moitié de l'année en France, la moitié de l'année au Canada, parce que tu commences. Tu avais un spectacle que tu as fait tourner pendant 4-5 ans. Mm-hmm. Après ça, tu as dit stop. J'aimerais venir en France pour recommencer. Donc, quand tu es venu ici, tu avais zéro blague. Tu as recommencé à zéro complètement. Ouais, écoute, j'avais testé pour voir sur la scène. J'avais pas zéro, j'avais quand même. On a tous des blagues universelles. Ouais. Relations hommes-femmes. Mais il y a des choses qui marchent en France que j'ai fait au Québec un peu. La langue française, un peu parler de ces petites choses-là. Ça peut marcher dans les deux. Donc, j'ai essayé de voir ce que j'avais d'universel et de juste tester sur les plateaux, de voir. Les observations. Ouais, si mon humour marchait ici. Et après ça, j'observais, j'écrivais des choses sur la France, je les testais. Et c'est sûr qu'au début, je manquais la marque beaucoup, parce que je me suis pas imprégné de la place. Ouais. Je suis sûr que ce que tu écrivais à tes débuts ici, c'est affreux comparé aux observations qui sont là aujourd'hui, une fois que tu es immersé. Je veux dire, il n'y a pas meilleure immersion. Tu as fait des enfants avec une Française, là, c'est fait, là. Je peux pas plus immersé que ça. Tu es vraiment allé un peu plus loin que moi pour la pour ramener ça. Donc, pour moi, c'était important que ça se fasse tranquillement, et je savais que ça allait être pénible au début, et c'était pénible au début. Au début, écoute, j'ai fait des plateaux où je sentais que c'était bien, mais c'était pas incroyable. Et je le sais, je veux pas non plus I don't want to settle, comme on dit, pour c'était OK. Parce que tu vas jamais, surtout dans un marché où il y a 300 spectacles par jour, tu vas jamais te démarquer avec c'était bien. Ça va. Ouais. Il faut que ça soit tellement bien que tu as envie de parler à tous tes amis pour aller le voir. Exactement. Alors, ça, c'est une des choses avec l'industrie ici, c'est qu'il fallait que j'amène. Tu as l'impression qu'il y a plus de spectacles ici qu'à Montréal? De loin. Ah ouais. De loin. Tout le monde a un spectacle ici. Ouais. Tout le monde a loué un théâtre quelque part. Tout le monde est sur Fnac et Billets Réduc. Tout le monde a une heure, même tout le monde a une heure. Ils ont 15 minutes. Ouais, c'est ça le danger un peu aussi. C'est ça le danger, Je trouve qu'il y a beaucoup de spectacles, mais il n'y a pas beaucoup de spectacles incroyables. Donc le consommateur, le public, il achète un billet, il va voir un spectacle d'humour, il peut dire je sais pas si j'aime voir des one man, je vais aller voir du cinéma. Ouais. Et puis on le perd dans l'industrie. Tu sais. Mais en même temps, je trouve que avec l'émergence des plateaux, peut-être que ça va réduire ça. Les gens vont dire, je veux pas sortir mon one man show jusqu'à temps que je suis prêt. Ouais. Tu sais, comme j'aime beaucoup
je pense, la philosophie de quelqu'un comme Adrien Arnoux, même si je suis pas d'accord, parce que je trouve qu'il est prêt. Ah, je pense qu'il est prêt. Moi, je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il a 3 heures. Ouais, je pense qu'il a 3 heures. Mais j'aime beaucoup la philosophie de quelqu'un comme moi, Adrien Arnoux, qui dit non, je veux prendre mon temps, je veux que ça soit parfait, je veux que ça soit bon. Et je regarde ce qu'il fait à chaque fois, c'est toujours super. Il a toujours un rythme incroyable, des blagues qui s'enchaînent. Il les a précisées. Et il est touchant. C'est-à-dire, il a une vraie personnalité, une vraie persona, tu vois, qu'on ressent. Ouais, exactement. Et tu sens le gars solitaire un peu qui, tu le sens sur la scène, mais en même temps drôle. Il a des observations super drôles quand il parle de son frère, il parle de sa vie. Ouais. Et puis, je pense qu'il est super prêt, puis il veut prendre son temps, mais j'ai l'impression qu'il est... J'aime mieux cette démarche-là que la démarche de « j'ai 10 minutes, mais ça va, on y va ». Je remplis avec 50 minutes. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est moyen. Avec quelqu'un comme ça, je trouve que quand il va sortir son show, ça va être plus que prêt. Carrément. Ouais. Ouais, justement... c'est une bonne démarche, mais il faut qu'il le fasse. Ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que je suis un peu entre les deux. Je suis un peu comme, je veux vraiment préparer, mais je veux pas attendre trop longtemps pour que mes blagues deviennent trop mûres et je suis plus passionné de ces blagues. Ouais, t'as plus envie de les raconter. De les raconter. Ouais. Il faut que ça soit au bon moment où parce que c'est 15 minutes de début. Si tu attends trop longtemps jusqu'à ce que tu fais ton spectacle, ces premières 15 minutes aura déjà 2 ans. Ouais. Et donc, du coup, t'as plus... Exactement. Tu dis, alors, comment vous aimez Sarkozy? Je dis, comme président, t'es comme, wow, ça fait pas 2 termes que c'est fini, ça. Carla Bruni, comme First Lady, c'est pas... What's up with that? Sarkozy a laissé sa femme récemment. T'es comme, non, ça fait longtemps. Donc, ça, passage à l'euro, c'est bizarre, non? Ah ouais, exact. Tu sais, même aujourd'hui, tu fais des blagues de Brexit, puis les gens sont comme mais écoute, c'est un sujet moyennement d'actualité. Quand le Brésil s'est fait éliminer par l'Allemagne, comme il y a déjà la nouvelle Coupe du Monde. Donc c'est c'est important de le travailler. Je pense c'est les heures que tu mets là-dedans, et puis après ça, le reste, c'est de le sortir au bon moment. Ouais. Et donc là, quand tu rentres au Canada, tu emmènes tes vannes que tu as fait aussi en France, ou c'est vraiment tu vois 2 marchés différents, 2 spectacles différents? Un mélange de 2, parce que c'est sûr que je parle de ma vie les 2 dernières années. Alors de dire que je suis parti en France et voir vos ancêtres, et voici ce qui est arrivé, et voici la différence en ce moment entre vous et eux, et la langue française qui est parlée là-bas, et les Français en général. Et ça marche. Ouais. Et aussi de revenir avec des blagues qui sont très québécois. Tu sais, là, j'écris beaucoup sur le Québec et le star system québécois quand je retourne. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je reviens au Québec maintenant, je le vois d'un œil frais parce que je suis tellement en France. Ouais. Cette année, je pense que je passe 8 mois en France. D'accord. Alors, de revenir au Québec, c'est comme tout saute à l'œil tout de suite. Et tu as envie d'écrire, tu as envie tout de suite de le noter parce que tu le vois. Autrement. Ouais. Parce que je suis sûr que quand tu vas aux États-Unis maintenant... J'ai l'œil d'un Français. Ouais. Tu fais, wow, OK, en fait, les voitures sont grandes, en fait. Ouais. Tu peux mettre 3 êtres humains dans une voiture ici. Puis c'est ça, c'est intéressant. Et ça, c'est une des choses aussi, c'est qu'il faut capitaliser sur l'inspiration. Tu sais, des fois, on a l'inspiration et on est paresseux, on écrit, on dit je vais le noter plus tard. Mais il faut vraiment capitaliser là-dessus. Ouais. Commencer à le dire et commencer à le monter sur scène tout de suite. Tu montes combien de fois par semaine? Typiquement, avec mon spectacle, c'est au moins 3 fois. C'est déjà 3 fois à l'Alhambra? À l'Alhambra. Ouais. Et puis sinon, je fais au moins 1 ou 2 plateaux par semaine. Ouais. Et donc tu testes aussi dans ton... Donc quand tu as une vanne que tu as écrit lundi, tu as hâte de le tester, tu dois attendre quelques jours quand même. J'ai les deux. J'ai hâte et j'ai peur de le tester parce que en ce moment, mon spectacle il est tellement airtight en termes de tout ce qui est écrit. Pour ça, j'ai l'impro. Je trouve qu'il va tellement bien. J'ai éliminé un peu le gras et puis tout ça. Il est vraiment il est bien lean. Il est vraiment tout économiquement. Tous les mots marchent. J'ai tout. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
Et j'ai peur d'insérer l'imposteur, ce nouveau, dedans, pour perdre le rythme, parce que ça peut affecter le reste du spectacle. C'est comme Jenga. Tout est bien placé. Et là, j'ai peur. Tu as peur que le public va sentir, justement, l'intrus. Il dit, cette blague-là, c'est pas assez fort que les autres. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas compris. Pourquoi tu parles de scientifiques du 18e siècle? On rigolait il y a 30 secondes. Tu as tout gâché, notre expérience. Alors pour moi, c'est important de faire attention. Mais c'est pour ça que j'ai peur de les insérer dans le spectacle. Mais j'ai comme 3 nouvelles blagues que je trouve qui sont parfaites et prêtes. Et j'ai comme... Parce que moi, je suis dans cette problématique-là, parce que mon spectacle est assez rodé, et vu que c'est assez... en plus, ça raconte une histoire. Donc, si j'enlève un truc où je mets une blague qui n'a rien à voir avec le sujet principal, même si je me balade un peu, mais si j'ai d'un coup un truc qui parle du sucre, tu vois, tout de suite, mais on parle de moi, quoi, tu vois. C'est quoi le délire, Sébastien? Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des blagues qui marchent en plateau? Parce que j'ai plein de vannes qui marchent en plateau. Mais dès que j'essaie d'insérer dans le one, ça marche pas. Mais peut-être aussi c'est le problème de mon one qui est peut-être trop construit. Mais donc ça t'arrive quand même des fois d'avoir... c'est juste une question de temps jusqu'à ce que cette blague devienne assez... mûre pour que ça... Et que j'ai confiance. Tu sais, j'ai confiance. Tu le vends bien. Je le vends bien, parce que là, je l'ai, mais je l'ai pas encore testé assez. Et même des fois sur des plateaux, tu sais, parce que ce qui arrive en France surtout, c'est que tu as des plateaux où les gens sont pas chauffés. Ils viennent là, et puis, même s'ils veulent, je sais pas, il y a un public étrange des fois, on dirait que c'est comme The Walking Dead qui sont assis. C'est juste des corps, tu sais, mais ils sont pas là. L'âme n'est pas là. Ils sont pas présents. Alors, il faut vraiment que j'aille les chauffer et avec du A, les tuer pour après peut-être essayer une blague où je vais les reperdre. C'est délicat. Alors, ça va prendre du temps, mais je pense que je vais les avoir. Mais là, j'ai comme 3 nouvelles que j'ai hâte d'essayer. Ces 3 nouvelles qui sont d'actualité, qui sont à propos de la France, puis ça commence à me gratter, j'ai envie de le mettre, mais je pense que ça va être une à la fois. Je pense que je peux mettre les 3. C'est trop risqué. Je vais faire une cette semaine, une la semaine prochaine. Si ça marche, je vais la garder. Une la semaine prochaine, et après ça, une la semaine après. On va voir, tranquillement. Et ça, c'est ambitieux. D'accord. Probablement une cette semaine. Après ça, je vais la roder tout le mois. Et l'automne, on va voir. Donc là, tu fais une petite pause pendant l'été et tu reviens, c'est ça? C'est ça. Je m'en vais en Asie en été. Je fais un special pour Comedy Central en Asie. Super. Ça va jouer dans 18 pays. En anglais. En anglais. Du coup. Donc ça, c'est bon parce que je voulais aller m'ouvrir ce marché-là depuis longtemps et j'ai eu l'occasion enfin de le faire. Tout de suite après la France, je suis en Asie. Ça, je reviens au Canada. J'ai 1 mois et demi off, mais je pense que là, je vais continuer à écrire mon spectacle canadien et me préparer pour mon spectacle anglophone aussi que je vais faire au Canada anglais. Et aux États-Unis, et après ça revenir en France. T'as pas du mal tu te disperses pas trop dans ta tête avec tous ces... Je pense qu'en écriture, je laisse juste l'inspiration me guider. Mais tu sais, pour moi, pour l'instant, je sais que ma priorité, c'est la France et le Canada. Et puis le reste, quand il y a des bonnes opportunités, je me les ouvre. Et quand c'est pas essentiel. C'est pas essentiel pour le moment parce que je veux bâtir marché par marché pour vraiment aller chercher mon public et d'avoir un public que je peux garder pour la vie. Pour moi, c'est leur donner les meilleurs spectacles et de rendre fidèles et qui se disent j'ai hâte d'aller le voir. C'est comme un frère ou c'est comme un cousin. Pour moi, c'est important ça au lieu de exactement trop se disperser pour en fait pas avoir un public et juste de toujours jouer un petit peu quelque part. Je préfère toujours être attendu et que les gens disent j'ai hâte à son prochain spectacle, voir ce qu'il va dire. C'est cool. Est-ce que tu as une question pour moi? Non, je pense. Je pense que c'est bon. Tu m'as déjà posé des questions. On s'est parlé beaucoup aujourd'hui et puis c'est bien. C'est la première fois qu'on se parle en français. C'est bizarre. C'est bizarre, mais on a. Non, après quelques minutes, ça va. On a pris l'habitude. Je pense que ça a bien été. Tu t'es habitué à mon accent. Et est-ce que pour toi j'avais juste une question qui m'est venue en tête et je voulais te poser qu'on ne s'est pas parlé, c'est est-ce que tu es venu ici déjà comme humoriste ou tu es devenu humoriste en France? Quand j'étais aux États-Unis, je faisais déjà du stand-up. Quand j'avais 17 ans, j'ai pris un
un petit cours de stand-up à Manhattan, tu vois. Donc, c'était un cours de stand-up, c'est-à-dire, aux États-Unis, ça veut dire travailler l'écriture, contrairement à une école de one-man show en France qui veut dire jouer, devenir acteur, tu vois, interprète. Faire la comédie. Ouais. Donc là, c'était une façon espèce de atelier, tu vois, où ils t'aident avec l'écriture. Et à la fin de ça, c'était genre une fois par semaine pendant genre 6 semaines, tu montes sur scène aux Carolines avec ton 5 minutes, tu vois. Et donc, j'ai fait ça quand j'avais 17 ans pour la première fois. Et du coup, ça m'a emmené à jouer dans plusieurs clubs à Manhattan. Et donc après, quelques mois après, je suis allé à Boston pour mes études. Okay. Et donc là, j'ai continué à jouer. Donc je faisais du stand-up déjà et je jouais aussi j'étais barman dans un club de Boston qui s'appelle Comedy Connection, qui était vraiment le meilleur club à l'époque. On a la même vie. Non, mais club d'humour. Non, club d'humour. Club d'humour. Et donc j'étais le barman, donc j'ai regardé beaucoup, j'ai absorbé beaucoup, tout en faisant du stand-up aussi. Et après, quand je pensais venir en France, je pensais faire autre chose. Je suis pas venu pour faire du stand-up. J'ai fait mes études en cinéma, j'ai rencontré cette Française, je sais que l'Europe n'est pas pourrie pour le cinéma, tu vois. Donc j'ai dit, ok, tiens, il peut y avoir d'opportunités. Donc j'ai pensé plus cinéma, plus là-dedans. Mais assez tôt, la scène me manquait. Ouais. Et donc il y avait quand même une période de genre 4-5 ans où je montais pas sur scène. Ouais. Tu vois, donc c'est frustrant. Hein? C'était frustrant et ça me manquait, et parce que il y avait la barrière de la langue. J'étais à Toulouse sans parler français. Ouais. Donc laisse tomber. Tu vois, il n'y a pas un milieu de stand-up anglophone à Toulouse. Tu vois, il fallait le créer. Ouais. Donc du coup, même à Paris, c'est toi qui l'as créé. Ouais. Donc déjà. Et là, je galère d'avoir le monde dans la salle. Donc imagine à Toulouse. Ouais. Donc les premiers 5 ans en France, j'ai rien fait. Donc après, c'était en montant à Paris, je dis tiens, ça me manque, je vais tenter, peut-être maintenant je me débrouille avec le français, est-ce que je peux raconter quelque chose en tant qu'expatrié sur la France? Et donc c'est comme ça que ça a repris. C'est bien. Ouais, donc non, j'avais déjà le stand-up en moi avant de venir en France. Ouais. Et là, tu as écrit un livre en plus. J'ai écrit un livre en plus. Ouais. Il faut que j'aille l'acheter. C'est encore à la FNAC? C'est encore à la FNAC et je devais te le donner tout de suite. Non, je veux pas. Si. Non, moi je veux. Non. Parce que j'ai pensé même que je te l'avais déjà donné. Non, je vais l'acheter. Non. J'insiste. Non. Alors, ok, je vais l'acheter anyway alors. Non. Ouais, je vais aller, comment tu peux m'empêcher d'aller à la FNAC et d'acheter un livre? Non. Il faut que j'achète ton livre. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Regarde, je vais acheter ton livre. Toi, achète mon DVD, sauf que ça va pas fonctionner ici parce que c'est un USA. Ah ouais, c'est un journal. Mais t'as ton spécial de Canada capté? Il est capté, il est disponible. On a fait le lancement, c'est pour ça que je suis parti après la tournée française, la dernière saison. Je suis parti au Canada 6 semaines pour le lancer. Il est sorti en DVD et téléchargement sur iTunes. Donc je peux le télécharger? Non, parce qu'il est seulement disponible pour le Canada. C'est que... Ouais, parce que le Canada, même pas les États-Unis? Non. Celui-là, c'est en français. Celui-là, il est bilingue. Il y en a un bilingue et il y a 2 versions. On a filmé 2 versions. Un 100% français, un bilingue. Et les 2 sont disponibles qu'au Canada parce que le contenu est tellement canadien que je voulais pas que mon public ailleurs l'achète, le regarde et se dise ouais, il parle de quoi? On n'a pas. C'est un humoriste québécois, j'aimerais pas le voir. Exact. Alors pour moi, on va capter un spectacle français à un moment donné, puis et puis avoir ça vers la fin de la tournée française, mais pour moi c'est ça. Puis non, j'ai hâte de lire ton livre. Ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? 9 mois. 9 mois. Ouais. Donc, en gros, j'ai signé pour le livre genre pendant l'été. J'ai rien fait jusqu'à Noël. J'ai écrit genre 3 lignes, tu vois. Et après, quand j'avais besoin de la date limite, le deadline, tu vois. Et quand j'avais le deadline vers avril, à partir de Noël, j'ai commencé à vraiment écrire tous les jours. Et c'était dur parce que pour moi, je pense comme pour toi, de s'asseoir devant et avoir cette obligation. C'est fou. Où tu dois produire des choses. Donc finalement, 9 mois au total, mais vraiment genre 4-5 mois. Wow. Mais j'avais beaucoup de matos déjà. Parce que c'est de ma vie. Ça raconte ma vie de 12 premières années en France. Donc déjà, il y a des petits éléments de mon spectacle, mais beaucoup plus... ça m'a donné l'opportunité
de creuser plus. Tu vois, d'entrer plus dans la mentalité que ce que je vivais vraiment à l'intérieur, tu vois. Ah, c'est bien. Et c'est eux qui t'ont approché Ouais, c'est eux qui m'ont... Wow! Ouais. Je n'aurais pas fait autrement. Je pense que je n'aurais pas pu faire. Je ne pourrais pas prendre tellement de temps pour écrire un livre... Pour quelque chose qui peut-être quelqu'un va dire, non, en fait, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Tu vois, je pense que je ne pourrais pas. Ouais. Je comprends. J'aurais besoin de quelqu'un qui dit... Ouais, justement. T'as des enfants, t'as pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps de passer 9 mois à écrire. C'est bon, ça. C'est bon. Ben, j'ai hâte. J'ai hâte de le lire. Merci, hein. Merci à toi. All right. Prochain en anglais, hein. Ouais. Faut trouver le public. Et donc voilà quoi, c'est la fin de la conversation avec Sugar Sammy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller le voir sur scène, il est exceptionnel. Il joue maintenant à l'Alhambra, je pense, jusqu'à la fin du mois de juin ou peut-être même la fin d'été. Vous tapez son nom Sugar Sammy sur Internet, vous allez le trouver. Et moi, je joue 5 fois maintenant, 5 fois par semaine, 3 fois en français à l'Apollo Théâtre, jeudi, vendredi, samedi à 20h. Je joue en anglais chaque samedi à 18h à la Nouvelle Scène et chaque jeudi à 22h à The New York Comedy Night, mon plateau anglophone dont on parlait au début avec Sugar Sammy. Ah oui, ça c'est aussi important, que je commence à apprendre comment faire le podcast. Ça sera bien de donner votre avis sur iTunes, juste donner un pouce, 5 sur 5, je ne sais pas comment faire, mais propager la bonne parole de ce podcast. Merci.